Les gants de MMA couverts de boue heurtèrent l'herbe avec un bruit sourd, glissant jusqu'à s'arrêter juste au bout de mes baskets en toile usée. Mêlée, sale profiteuse, rugit Coleman, en projetant sa mâchoire carrée vers les dizaines d'invités, soudainement silencieux. Il frappa ses poings l'un contre l'autre, les veines saillantes dans son cou. Ou reste là à trembler. Laisse-moi te briser les os ici même, pour que ta petite morveuse puisse ouvrir les yeux et voir quel déchet inutile sa mère est vraiment sur ce domaine. À 3 pas de là, ma fille de 16 ans, Maya, recula, le visage blême de terreur. Au loin, ma belle-mère, Estelle, prit une gorgée de vin rouge, ses lèvres se retroussant en un sourire approbateur. Elle célébrait mon humiliation sur la terre même que mon sang et ma sueur avaient contribué à préserver. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas reculé. Le vent glacial d'automne transperçait mon cardigan ample, frôlant les épaisses cicatrices cachées sous le tissu. J'ai simplement relâché lentement mes bras le long de mon corps. Ce crétin arrogant n'avait aucune idée qu'il venait de traiter une ancienne opératrice de premier rang de déchets. Et il venait de réduire à néant sa dernière chance de survie. Je fixai sa gorge de mon regard vide et calculai exactement 9 secondes. Avant de vous montrer comment ces 9 secondes se sont terminées, faites une pause. Prenez le temps d'aimer et de vous abonner à la chaîne, mais seulement si cette histoire résonne en vous. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous en ce moment. Je veux savoir combien de personnes veillent avec moi pour affronter les blessures infligées par la famille. Et maintenant, revenons exactement 3 mois en arrière, pour que vous puissiez comprendre pourquoi je me tenais sur la pelouse de ma propre maison, l'air si misérable. Il y a 3 mois, 4 énormes camions de déménagement engorgeaient l'allée de gravier, leurs moteurs grondant et crachant de la fumée d'échappement dans l'air humide du matin. Je me tenais parfaitement immobile sur le seuil du salon, les jointures de mes doigts blanches alors que je serrais une pile de relevés bancaires jaunis. Shrek. Le déchirement assourdissant du ruban adhésif résonnait contre les hauts plafonds voûtés. Puis vint le grincement aigu d'un pied de biche arrachant des clous en fer de la cloison sèche. 2 déménageurs négligents décrochaient le portrait à l'huile de ma défunte mère de la cheminée en briques, indifférents à la peinture éraflée. Ils voulaient juste s'en débarrasser. Estelle se tenait au centre du hall d'entrée, un luxueux manteau de fourrure gris drapé sur ses épaules. Elle pointa un doigt manucuré de rouge vers le porche. Jeter le reste de ses vieilleries dans la benne à ordures, claqua-t-elle. Mes vêtements, quelques t-shirts en coton délavé, un pantalon de travail carrare usé et des baskets en toile éraflées, formaient déjà un tas pathétique près de la porte d'entrée. Derrière Estelle, un tout nouveau canapé en cuir surdimensionné trônait sous le lustre de cristal. La forte odeur de cuir traité et de peinture fraîche étouffait le parfum familier du vieux chêne qui définissait autrefois cette maison. Je suis restée complètement silencieuse. L'épais tissu cicatriciel de mon poignet droit pulsait contre la manche effilochée de mon cardigan. Je gardais le dos parfaitement droit, ma respiration lente et mesurée. J'ai baissé les yeux sur le papier rugueux et délavé dans ma main. Il y a 10 ans, la banque avait failli saisir la totalité de ce domaine. Les chiffres flous sur ces reçus représentaient 3 années brutales de ma vie. 3 années à mâcher de la nourriture sèche en conserve, à dormir sur des sols en terre battue gelée, et à envoyer chaque centime de ma prime de risque pour couvrir les dettes de mon père. Pas une seule brique ici n'avait été épargnée par ma sueur. Estelle passa près de moi en me frôlant. Son parfum m'agressa le nez, épais, chimique et bon marché. Le claquement sec de ses talons aiguilles sur le parquet était destiné à m'intimider. La maison principale a besoin d'une rénovation totale. Elle jeta ses mots par-dessus son épaule, sans même prendre la peine de regarder mon visage. Déménage tes affaires dans cette cabane en bois près du jardin. Arthur m'a dit que tu préférais vivre dans des espaces étroits de toute façon. Ça te va bien. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas élevé la voix. Les disputes sont pour les gens qui ont encore de l'espoir. Je me suis simplement accroupi et j'ai fourré mes chemises délavées dans une boîte en carton humide. Mes mouvements étaient précis, efficaces, sans aucune énergie gaspillée. Avant de partir, je suis allé dans la cuisine pour prendre ma dernière pile de courrier. Estelle avait jeté nonchalamment une pile de magazines de luxe sur le comptoir en granit. Alors que je les écartais pour nettoyer la surface, ma main se figea. Une feuille de fax froissée dépassait du bas de la pile. Je l'ai tirée. Le logo d'un service d'approvisionnement gouvernemental, à l'encre noire à peine visible, se trouvait en haut à gauche. C'était une demande de licence commerciale. Vance Logistique, enregistrée à l'adresse exacte de cette propriété. Et juste sous le nom du demandeur,
elle avait imprimé en gras « Estelle Kahn, épouse du général Arthur Kahn ». Elle ne revendiquait pas seulement le salon et le canapé en cuir. Elle se préparait à détourner des fonds de contrats fédéraux en utilisant le nom de ma famille. Mes pupilles se dilatèrent. Une faille fatale dans son armure parfaite et arrogante venait de s'exposer, juste là, sur le comptoir de la cuisine. Je n'ai pas crié à l'injustice. Je n'ai pas marché jusqu'au hall pour exiger qu'on me rende ma chambre. J'ai simplement plié la feuille de fax en 2, puis en 4. Je pressai fort mon pouce le long du pli, aplanissant le bord avec une précision absolument mécanique. Je l'ai glissé profondément dans la poche avant de mon jean. J'ai ramassé ma boîte en carton. J'ai dépassé les déménageurs en sueur et j'ai franchi la porte d'entrée, sortant dans le froid. Clic. Le lourd pêne dormant en laiton se verrouilla derrière moi. Le son sec et creux résonna sur le porche. Enfermé hors de ma propre maison, un vent d'automne cinglant balayait la pelouse humide. Il transperçait mon mince pull. Il transportait le parfum puissant des lilas sauvages qui fleurissaient près de la cabane en bois pourrissante au fond de la propriété. Cette odeur frappa mes sinus comme un coup physique. Elle me ramena violemment en arrière. 15 ans plus tôt, l'après-midi exact où j'ai réalisé que personne dans cette famille ne viendrait jamais me sauver. J'ai laissé tomber la boîte en carton humide sur le sol poussiéreux de la cabane. L'impact souleva un nuage de poussière grise dans l'air vicié et glacial. L'odeur âcre des lilas sauvages flottait à travers la fenêtre fissurée. Elle me tira violemment en arrière. J'avais 17 ans, debout sur le parquet ciré de la bibliothèque de la maison principale, agrippant une épaisse enveloppe de couleur crème. Ma lettre d'admission à l'académie, première de ma classe. Mes doigts étaient moites, froissant le papier épais. Mon père, Arthur, passa en me bousculant. Il fourra une épaisse pile de dossiers manille dans sa mallette en cuir. Il ne regarda pas l'enveloppe. Il ne regarda même pas mon visage. Je suis en retard pour mon vol, marmonna-t-il, en fermant les boucles en laiton. Dis à la gouvernante de fermer à clé. Le bruit sourd de ses bottes résonna sur le plancher en bois, s'estompant, puis disparaissant complètement. Dans son monde, je n'étais qu'une note de service de faible priorité, un bout de papier légué au fond de son bureau. Je suis sorti dans le jardin, écrasant les feuilles mortes sous mes chaussures. Ma mère, Sarah, attendait près des buissons de lilas. Elle ne m'a pas offert de câlin. Pas de mots doux et réconfortants. Elle a simplement jeté une paire de gants en cuir craquelés sur ma poitrine. Nous nous tenions sur la terre battue. Elle ne m'a pas appris à cuisiner ou à me comporter comme une dame. Elle m'a appris à ralentir mon rythme cardiaque jusqu'à ce qu'il rampe lorsque j'étais acculé. Comment isoler une articulation et appliquer un effet de levier jusqu'à ce que l'os menace de se briser. Je me souviens du goût métallique et âpre de la rouille se répandant sur ma langue, le sang chaud jaillissant d'une lèvre fendue après qu'elle m'ait surprise avec un coup de coude brutal et inattendu à la bouche. Si personne ne te voit, tu te protèges, dit-elle, sa voix complètement neutre, en me regardant cracher du sang dans la terre. Les larmes n'arrêtent pas les poings. Un rugissement assourdissant brisa le souvenir. Un pot d'échappement modifié hurla à l'extérieur. Coleman, le fils de 19 ans d'Estelle, coupa le moteur de sa toute nouvelle Audi. Les pneus projetaient du gravier humide. Il sortit, torse nu, traînant un énorme sac de frappe andin sur l'herbe. La chose devait peser 100 kilos. Il ne l'accrocha pas sur le large porche vide de la maison principale. Il le traîna directement vers le vieux chêne, à moins de 5 pas de la fenêtre de ma cabane. Les épaisses chaînes en acier cliquetèrent bruyamment, métal grinçant contre métal, alors qu'il l'accrochait à une grosse branche. Il ne s'agissait pas d'un entraînement. C'était une menace. Un crétin arrogant marquant son territoire, empiétant directement sur les quelques mètres carrés d'espace vital qu'il me restait. Il enroula ses mains avec du ruban adhésif de sport bon marché. Il planta ses bottes dans la boue et commença à lancer de lourds crochets dans le sac andin. Bruit sourd. Bruit sourd. Les impacts sourds et lourds résonnaient dans le jardin. Les minces murs en bois pourri de ma cabane vibraient. Les vitres bon marché tremblaient dans leur cadre, menaçant de se briser à chaque coup de poing. Je me suis détourné de la fenêtre. Maya était assise sur le bord d'un lit simple rouillé, dans un coin de la pièce. Ma fille de 16 ans avait les genoux serrés contre sa poitrine. Ses mains étaient plaquées sur ses oreilles, ses épaules étroites tremblant à chaque coup porté au sac à l'extérieur. Si vous écoutez ceci et que vous comprenez ce que l'on ressent quand on est complètement invisible pour les personnes qui étaient censées vous protéger, faites-moi une faveur.
Appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Et laissez un commentaire ci-dessous avec un simple oui, juste un mot, pour que je sache que je ne suis pas la seule à avoir dû apprendre à survivre à sa propre famille. J'ai regardé ma fille, tremblante dans l'ombre froide et humide d'une cabane où nous avions été forcés de vivre. Puis j'ai regardé à nouveau à travers la fente des rideaux. Coleman lança un autre crochet du droit sauvage, souriant directement vers la vitre. J'ai atteint le bouton supérieur de mon cardigan ample. Je l'ai enlevé de mes épaules et l'ai jeté sur le dossier d'une chaise en bois cassée. Si je restais invisible aujourd'hui, ces poings trouveraient leur chemin jusqu'à ma porte demain. L'air du matin était lourd d'une humidité poisseuse. J'ignorais le regard arrogant de Coleman depuis le chêne. Je traînais 4 lourdes planches de contreplaqué brut et une boîte de clous en fer épais de l'arrière de la cabane. Je pris un marteau de charpentier. La poignée en caoutchouc était usée, familière. Dehors, Coleman punissait le lourd sac andin. Bruit sourd, bruit sourd, bruit sourd. Son rythme était erratique, alimenté par des boissons énergisantes bon marché et son ego. Je mesurais la distance entre les poteaux pourris du porche qui couvrait la fenêtre de Maya. J'alignais le premier clou. Je balançais le marteau. Bang! De l'acier solide s'enfonçant profondément dans le vieux bois. La sueur piquait le centre de ma colonne vertébrale, trempant le tissu effiloché de mon cardigan gris. Je pris un autre clou. Bang! Je construisais une barrière physique. Un paravent fait de bouts de bois et de nécessité désespérée, bloquant la ligne de vue du chêne directement vers la chambre de ma fille de 16 ans. Mes coups étaient précis, implacables, un rythme mécanique qui n'accélérait jamais et ne ralentissait jamais. Dehors, les coups de poing de Coleman commencèrent à se faire plus lents. Il s'épuisait. Le rythme régulier et imperturbable de mon marteau commençait à l'énerver, à briser sa concentration. La nuit apporta un froid mordant et misérable. Le vent glacial sifflait à travers les fentes du plancher déformé. Je m'assis, raide, sur une chaise en bois rigide, tirant une fine couverture polaire sur mes épaules. J'ouvris mon ordinateur portable. Un réseau privé s'activa, projetant une lueur verte et crue sur les murs sombres et poussiéreux de la cabane. Le jour, je n'étais qu'une mère célibataire fauchée qui clouait des planches pour survivre. Cette nuit, mes doigts calleux se déplaçaient sur le trackpad avec une précision silencieuse. Je balayais des milliers de pages de dossiers d'appels d'offres fédéraux. J'isolais la demande pour Vance Logistique. Je regroupais les données financières brutes dans un dossier crypté et sécurisé. J'attendais. Un léger coup interrompit le vent. La porte grinça en s'ouvrant. Margaret, la vieille gouvernante, se glissa à l'intérieur. Elle ne dit pas un seul mot. Elle posa un bol fumant de ragoût de bœuf à côté de mon clavier. Je regardais la vapeur s'enrouler dans l'air froid. L'odeur riche et lourde des carottes rôties et de la sauce épaisse emplit la pièce glaciale. C'était la seule chaleur qui restait sur ce domaine. Avant de se détourner, sa main ridée tapota mon épaule. Elle pressa un bout de papier froissé dans ma paume. Je le dépliai sous la lueur de l'écran, un relevé de carte de crédit. Estelle venait de facturer 10 000 € d'articles de créateurs directement sur le compte joint du domaine. L'après-midi suivant, le soleil brûlait sur l'allée de gravier. Maya sortit ma berline rouillée de la parcelle de terre pour la laver. Elle alluma la radio bon marché du tableau de bord. Une vague chanson country s'échappa par les fenêtres ouvertes, brisant le silence suffocant du jardin. Elle frotta le capot, en gardant la tête baissée. La lourde porte d'entrée en chêne de la maison principale s'ouvrit. Coleman apparut sur le porche. Il fronça les sourcils en voyant la voiture. Il traversa la pelouse d'un pas sec, marchant avec l'arrogance exagérée d'un type qui passe trop de temps à se regarder dans les miroirs d'une salle de sport de centre commercial. Il ne lui demanda pas de baisser le volume. Il ne parla pas du tout. Il passa simplement son bras épais par la fenêtre ouverte du côté conducteur, attrapa le bouton de volume en plastique bon marché et le tordit violemment sur le côté. Crac! Le plastique se brisa dans ses doigts épais. La musique mourut instantanément, ne laissant que le sifflement rauque de la statique. Maya se figea. Elle serra un chiffon savonneux contre sa poitrine, pressant son dos contre la portière mouillée de la voiture. Sa respiration devint superficielle. J'étais debout près du tas de bois. Je sentis le manche rugueux en fibre de verre du merlin glisser dans mes paumes. Je n'ai pas laissé tomber la lourde tête en acier. J'ai contrôlé la descente, la posant doucement sur la terre.
Le mur de patience que j'avais mis 3 mois à construire se fissura enfin. J'ai essuyé la sueur de mon jean usé. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas juré. J'ai juste commencé à marcher, directement vers la voiture. Fin octobre apporta un gel mordant et un trophée en plastique bon marché. Coleman avait gagné un tournoi local de MMA amateur. Estelle organisa une immense fête avec traiteur à la maison principale pour célébrer. Des SUV de luxe bordaient l'allée. Des basses lourdes martelaient les cloisons sèches. En fin d'après-midi, la porte arrière s'ouvrit avec fracas. Coleman sortit en titubant sur la pelouse, entraînant 2 de ses copains de salle, Brody et Tyler, avec lui. Ils puaient la bière éventée, la sueur et la vapeur de cigarettes électroniques bon marché. Ils ne se dirigèrent pas vers le sac de frappe sous le chêne. Ils marchèrent droit vers la limite arrière de la propriété, le jardin de lilas. Le seul lopin de terre qu'Arthur avait promis de laisser intact. Le jardin de ma mère. Le seul espace calme qu'il me restait quand les cauchemars s'insinuaient. Coleman commença à se donner en spectacle devant ses amis. Il lança des coups de pied circulaires, désordonnés et ivres. Le talon lourd de sa botte en cuir s'abattit sur les buissons. Crac! De vieilles branches épaisses se brisèrent. De minuscules bourgeons dormants furent écrasés dans la boue gelée. L'odeur âcre et amère de la sève arrachée se répandit dans l'air, se mêlant à l'odeur écœurante de l'alcool. Maya était assise sur les marches en bois pourri de notre cabane, un livre de poche usé posé sur ses genoux. Chaque fois qu'une branche craquait, ses épaules étroites tressaillaient. Brody la remarqua le premier. Il donna un coup de coude à Tyler. Un sifflement bas et grossier déchira l'air froid. Ils rirent, leurs yeux parcourant une jeune fille de 16 ans avec une suffisance prédatrice dégoûtante qui me donna la chair de poule. Coleman ne leur dit pas de reculer. Il cracha une grosse glaire directement sur les racines d'un buisson de lilas cassé. Il releva le menton vers la cabane, s'essuyant la bouche du dos de la main. « Vous inquiétez pas, les gars » bafouilla Coleman, en souriant à ses amis. « La vieille bique là-dedans est une lâche. Elle se cache dans son coin et profite de mon beau-père. Rien qu'un déchet. » Le visage de Maya se vida de toutes couleurs. Des larmes débordèrent de ses cils inférieurs. Elle serra son livre contre sa poitrine et se précipita en arrière dans la cabane sombre, claquant la porte fragile. À l'intérieur, mes doigts calleux s'arrêtèrent de bouger sur le clavier. Je fixai les lignes vertes lumineuses sur l'écran pendant une seconde entière. Puis je refermai le couvercle. Un clic sec de plastique résonna dans le silence. Je me levai. Je repoussai la chaise en bois. Mon rythme cardiaque chuta automatiquement. La colère ne bouillit pas. Elle gela. Le martèlement dans mes oreilles s'estompa pour laisser place à un silence complet. Ma respiration passa à un rythme lent et mesuré. Inspirez. Expirez. La mémoire musculaire se réveillant dans le noir. J'ouvris la porte et sortis dans le vent glacial. Je n'ai pas traversé l'herbe en trombe. J'ai marché d'un pas régulier et lourd. Aucun mouvement gaspillé. Je me suis arrêté exactement à la lisière du jardin. Les branches de lilas écrasées gisaient au bout de mes baskets en toile. Je plongeai mon regard droit dans les pupilles dilatées de Coleman. Mon visage était complètement vide. « Sors de la propriété de ma mère », dis-je. Le volume était bas. Le ton était plat, frappant comme un marteau sur une enclume d'acier. Alors, Coleman cessa de rire. Sa poitrine se souleva. Il piétina lourdement le sol, écrasant délibérément une autre touffe de fleurs tombées dans la boue. Cette décharge est sur la terre de mon beau-père, ricana-t-il, bombant le torse pour paraître plus grand devant ses amis. Il marcha lourdement vers moi. La puanteur de la bière éventée s'échappait de son haleine, épaisse et aigre. Je vais où je veux. Il avait 19 ans, était ivre et animé par une arrogance pure. Tu me donnes des ordres? Il rit, un son rauque et laid. Tu te prends pour qui, espèce de parasite inutile? Avant même que je puisse cligner des yeux, sa main massive jaillit. Ses doigts épais se refermèrent sur le col de mon cardigan gris, tordant le tissu fermement contre ma clavicule. Il se pencha en arrière, plantant ses bottes dans la boue, avec l'intention d'utiliser sa simple force musculaire pour me soulever du sol. Ses doigts épais tordaient la laine grise et bon marché de mon cardigan. Le tissu se resserra contre ma clavicule, éraflant ma peau. La puanteur de la bière éventée et de la vapeur de cigarettes électroniques bon marché émanait de son haleine.
Coleman se pencha en arrière, enfonçant ses lourdes bottes dans la boue, essayant d'utiliser ses 100 kilos de muscles de salle de sport pour me soulever de terre. Mon cerveau n'enregistra pas la peur. Il enregistra la physique. 15 ans de mémoire musculaire se réveillèrent sur l'herbe gelée. J'avalai l'ironie amère de devoir utiliser les leçons de survie brutale de ma défunte mère sur son propre sol sacré. Je n'ai pas donné de coup de poing. Je n'ai pas crié. Je ne lui ai pas donné la satisfaction d'une lutte. J'ai simplement décalé mes hanches de 15 degrés vers la gauche. Le changement précis de mon centre de gravité anéantit complètement son élan vers le haut. Il tirait un poids mort avant que son cerveau imbibé d'alcool ne puisse traiter la résistance. Ma main gauche jaillit. J'accrochai mes doigts sur son poignet épais et en sueur. Je tirai sa main fermement contre ma poitrine, bloquant son bras en place. Coleman cligna des yeux. Sa mâchoire tomba. Il avait une fraction de seconde de retard sur la réalité. Il n'eut jamais la chance de rattraper son retard. Mon pouce droit s'enfonça durement dans le sillon de muscle mou sous son avant-bras. Je n'ai pas saisi, j'ai poignardé. J'ai trouvé l'emplacement exact du nerf médian. J'ai projeté tout le poids de mon corps sur ce seul centimètre carré de chair vulnérable. Au même moment, j'ai poussé mon coude droit violemment vers le haut, faisant plier son articulation du coude à l'envers, contre sa charnière naturelle. Ce n'était pas un combat. C'était une application brutale de l'effet de levier. L'intégrité structurelle d'un homme de 100 kilos se brisa en un dixième de seconde. Ses genoux lourds heurtèrent l'herbe. Bruit sourd. Son torse bascula en avant, son visage plongeant directement dans la boue humide et glacée du jardin de lilas. Un cri aigu et étranglé s'échappa de sa gorge. Son corps massif se contracta sur le sol froid, paralysé par le choc électrique soudain d'une douleur nerveuse pure. Il ne pouvait plus respirer. Il ne pouvait plus bouger un seul muscle. J'ai maintenu son visage dans la terre pendant moins d'une seconde. Puis j'ai lâché prise. J'ai reculé de 2 pas rapides. J'ai levé mes 2 mains à hauteur de ma poitrine. Mon visage se transforma instantanément en un masque de choc léger, parfaitement simulé. Oh là, fais attention aux racines, gamin, dis-je. Ma voix était parfaitement stable. Depuis leur angle de vue, Brody et Tyler n'avaient pas vu la clé articulaire. Ils n'avaient pas vu la frappe sur le nerf. Tout ce qu'ils ont vu, c'est Coleman se précipiter sur une femme d'âge mûr, attraper son pullé, inexplicablement, s'étaler le visage dans la boue comme un ivrogne maladroit. Tyler laissa échapper un grognement de rire confus. Coleman se redressa à genoux, crachant de la boue sombre de ses lèvres. Il serra son poignet lancinant contre sa poitrine. Ses yeux étaient grands, injectés de sang, débordant de choc pur et d'humiliation cuisante. Il ouvrit la bouche pour crier, pour sauver son ego meurtri, mais sa gorge était nouée. Il ne pouvait pas former un seul mot devant ses amis. L'illusion de son pouvoir était brisée. Si vous avez déjà dû ravaler votre fierté et jouer la victime juste pour survivre à une situation familiale toxique, faites-moi une faveur. Appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à cette chaîne. Laissez le mot survivre dans les commentaires ci-dessous pour que je sache que vous êtes à mes côtés contre ce genre d'abus. Je n'ai pas attendu qu'il retrouve sa voix. Je lui ai tourné le dos, le laissant à genoux dans la terre. J'ai monté les marches en bois pourri de la cabane. J'ai doucement fait entrer Maya et j'ai refermé la lourde porte derrière nous. Clic, j'ai fait glisser le pêne dormant en métal bon marché en place. J'ai tiré les rideaux délavés et poussiéreux sur les vitres qui tremblaient. Le jardin extérieur devint silencieux. Mais je n'étais pas dupe. J'ai essuyé une tache de terre humide de mes jointures. Je savais exactement ce que ce silence signifiait. Cette chute n'était que l'amorce. Estelle arrivait. Ce soir-là, à 22h, la porte fragile en bois de la cabane s'ouvrit d'un coup de pied violent. Les charnières en fer rouillé grincèrent, s'arrachant à moitié du bois sec et pourri. Estelle entra en trombe. L'odeur lourde et suffocante de son parfum à 300 € envahit instantanément l'odeur familière de la sueur humide. Son maquillage était impeccable, mais les muscles de son cou étaient raides de fureur. Coleman se glissa juste derrière elle. Le rat de gymnase de 100 kilos gardait les yeux rivés sur le plancher, berçant son poignet enflé contre sa poitrine. Le portrait pathétique parfait d'une victime. Je n'ai pas tressailli. J'étais debout près de l'évier, essuyant le comptoir en stratifie bon marché avec un chiffon humide. J'ai plié le chiffon exactement en 2, puis en 4. Je l'ai posé sur le bord de l'évier,
parfaitement alignée avec le grain du bois. Je me suis retourné et j'ai croisé les bras sur ma poitrine. Ma respiration était parfaitement calme. Tu as mis les mains sur mon fils, espèce de psychopathe, hurla Estelle, pointant un doigt tremblant directement sur mon visage. Il a dit que tu l'as fait trébucher. Que tu as utilisé une sale ruse pour le faire tomber dans la boue. Je ne me suis pas défendu. Plaider avec une manipulatrice experte est une perte d'oxygène. Votre fils a attrapé ma chemise, dis-je, ma voix une ligne morte et plate. J'ai reculé. Il a perdu l'équilibre dans la terre. Le visage d'Estelle se tordit. Elle se jeta en avant, comblant la distance. Elle enfonça un ongle rouge et manucuré dans ma clavicule. Coleman est un combattant entraîné. Il ne trébuche pas, siffla-t-elle, projetant une fine brume de salive dans l'air froid. Écoute-moi très attentivement, espèce de profiteuse pathétique. Si jamais tu regardes mon fils de travers à nouveau, j'appelle le général Khan. Je dirai à Arthur de vous jeter, toi et ta gamine, à la rue ce soir. Je m'assurerai qu'il te coupe de tout. Elle retira sa main, sa lèvre se retroussant en un rictus de dégoût absolu. Et je laisserai Coleman t'écraser le visage arrogant sur le pavé. Je la regardai droit dans les yeux. Le pire n'était pas la menace. C'était la réalisation écrasante qu'elle avait raison. Mon père la croirait. Il préférerait la parole de sa nouvelle femme brillante à celle de la fille qui avait payé ses dettes avec l'argent du sang. Tout espoir pathétique que j'avais pu conserver à propos de cette famille mourut là, sur le plancher poussiéreux. Estelle pivota sur ses talons aiguilles. Elle sortit en trombe, traînant son fils derrière elle. Coleman me lança un dernier regard toxique par-dessus son épaule avant de refermer la porte cassée. Bang! Les minces murs de la cabane vibrèrent. La poussière tomba des chevrons apparents. Je restai complètement immobile dans le noir. L'air froid se précipitait par la fente du cadre de la porte. Je décroisai les bras. J'attrapai un verre d'eau du robinet posé sur la table de la cuisine. Je penchai la tête en arrière et bus le tout d'une seule longue gorgée ininterrompue. L'eau frappa mon estomac comme un bloc de glace. 3 mois à me mordre la langue par respect pour mon père. 3 mois à dormir dans une cabane. 3 mois à construire des murs juste pour protéger ma fille. C'était fini. S'ils voulaient utiliser l'argent et le pouvoir pour m'écraser, ils allaient apprendre une leçon très difficile sur le fonctionnement du monde réel. Je tirai la chaise en bois rigide. Je m'assis. J'ouvris le couvercle de mon ordinateur portable. L'écran s'illumina, projetant une lueur verte et froide sur mes jointures. Je n'ai pas ouvert de navigateur. J'ai contourné la passerelle standard et me suis connecté directement au serveur sécurisé des marchés publics fédéraux. Si Estelle voulait une guerre pour l'immobilier et l'influence, j'allais lui montrer à quoi ressemblait le vrai pouvoir. Dans l'obscurité totale de la cabane, la lumière froide de l'écran illuminait les angles vifs de mes pommettes. J'ai fait défiler le dossier d'appel d'offres gouvernemental de 40 millions d'euros. Estelle avait effrontément falsifié les chiffres de capacité de l'entrepôt pour Vance Logistique. Pire, elle avait listé Arthur comme conseiller principal pour contourner les vérifications d'antécédents, utilisant son nom à son insu. Je n'ai pas rejeté le dossier d'emblée. Ce serait trop rapide, trop propre. J'ai tapé une seule ligne de commande, gelant entièrement la demande. J'ai marqué le dossier numérique comme étant en attente d'examen direct. Conflit d'intérêts critique. Le piège était tendu. Il était invisible, silencieux et absolument mortel pour son compte en banque. J'ai refermé l'écran de l'ordinateur portable. Clic. Le son sec du plastique bon marché qui se ferme. Le jugement était signé. 3 jours plus tard, l'allée de gravier était encombrée de SUV de luxe. C'était samedi après-midi. Estelle organisait une immense fête avec traiteur pour célébrer l'achèvement de sa nouvelle serre en verre. Le rythme lourd d'un groupe de jazz se propageait sur la pelouse, se mêlant au tintement aigu des verres à vin en cristal. L'odeur de barbecue carbonisé et de parfum cher flottait dans l'air froid. Je me tenais dans l'ombre, près du bord du patio, portant mon cardigan gris effiloché. Mes baskets en toile usée crissaient doucement sur le gravier. Je gardais un bras fermement enroulé autour des épaules de Maya, la serrant contre moi. Je jouais parfaitement le rôle du fantôme invisible, observant Estelle glisser à travers la foule dans un costume sur mesure. Elle se vantait bruyamment auprès d'un groupe d'investisseurs du contrat gouvernemental massif qu'elle était sur le point d'obtenir. Elle n'avait aucune idée que la femme en pull déchiré,
à 6 mètres de là, avait déjà coupé la ligne d'oxygène de tout son avenir. Soudain, la foule près du bar s'écarta. La musique de jazz sembla s'estomper en arrière-plan. Coleman se fraya un chemin à travers les invités bien habillés, ignorant complètement le code vestimentaire du country club. Il portait un rash-guard moulant et trempé de sueur, un sac de sport sale sur l'épaule. Sa mâchoire était crispée. L'humiliation d'il y a 3 jours brûlait encore dans ses yeux rouges injectés de sang. Il traversa la pelouse d'un pas sec, se dirigeant directement vers l'ombre où je me tenais. Il n'adressa pas un mot aux invités. Il fouilla dans son sac, en sortit une paire de gants de MMA couverts de boue et les lança sur l'herbe. Ils heurtèrent le sol avec un bruit sourd, glissant jusqu'à s'arrêter à quelques centimètres de mes chaussures en toile. « Mêlée, sale profiteuse », rugit-il. Toute la fête devint silencieuse. Le groupe de jazz s'arrêta de jouer. Coleman projeta sa mâchoire carrée en avant, les veines de son cou saillantes. Il s'approcha délibérément, forçant Maya à reculer contre le mur de pierre brute du patio. « Ou reste là à trembler. Laisse-moi te briser les os ici même, pour que ta petite morveuse puisse voir quel déchet inutile sa mère est vraiment sur ce domaine. » De l'autre côté de la pelouse, Estelle n'intervint pas. Elle prit une lente gorgée de son cabernet, ses lèvres se retroussant en un sourire satisfait. Je n'ai pas reculé. Le vent d'automne glacial transperça mes vêtements, frôlant les épaisses cicatrices cachées sous mon pull en laine. Ce crétin arrogant ne réalisait pas qu'il venait de franchir la dernière ligne physique. Je levai la main et déboutonnai le cardigan effiloché. Je le retirai de mes épaules et le pliai parfaitement en deux. Je le drapai sur le dossier d'une chaise de patio en fer forgé, me laissant en simple t-shirt noir. Je sortis de l'ombre, marchant sur l'herbe. Je laissai mes bras pendre, détendus, le long de mon corps. Je plongeai mon regard directement dans sa gorge. Quand tu voudras abandonner, dis-je, ma voix à peine plus qu'un murmure, mais portant dans le silence de mort du jardin, reste simplement au sol. 9 secondes au chronomètre. Coleman rugit, se précipitant en avant comme un taureau. Il ouvrit avec une lourde combinaison 1-2, visant directement ma mâchoire. Pour la foule, les coups semblaient rapides. Pour moi, ils étaient lents, annoncés des secondes à l'avance. Il y avait un retard massif dans son temps de réaction. Je n'ai pas levé les mains pour bloquer. J'ai simplement fait un demi-pas sur la gauche, glissant en douceur dans l'angle mort de sa garde. Utilisant l'élan exact de sa propre charge, j'ai placé la paume de ma main ouverte contre son triceps. J'ai poussé fort, forçant son centre de gravité à basculer en avant sur ses genoux. Il trébucha violemment, ses lourdes bottes arrachant un énorme morceau de gazon de la pelouse manucurée. Son visage devint rouge foncé d'embarras. Humilié par son échec, il surcompensa. Il planta son pied d'appui et lança sa spécialité de frimeur de salle de sport, un coup de pied retourné spectaculaire destiné à m'arracher la tête. Il commit l'erreur ultime de l'amateur. Il quitta sa cible des yeux. J'ai comblé la distance avant même que sa jambe ne quitte le sol. Le bout de ma basket en toile s'accrocha brusquement derrière sa cheville d'appui. En même temps, j'ai enfoncé le talon de ma paume dans son omoplate. Il décolla. Son dos heurta le sol avec un bruit sourd et creux. Tout l'air fut violemment expulsé de ses poumons. L'humiliation consuma complètement sa logique. Il se mit à 4 pattes. Abandonnant entièrement ses techniques de MMA amateur, il se jeta sur mes jambes, essayant de me plaquer. Il voulait utiliser ses 100 kilos de masse pure pour m'écraser au sol. J'attendais exactement ce moment. J'ai abaissé mon centre de gravité, jetant mes hanches violemment en arrière dans un sprawl. L'énergie cinétique ascendante de son plaquage s'écrasa directement contre le poids mort de mon corps qui descendait. Il s'arrêta net. Le poids de mon corps le cloua au sol, sur l'herbe humide et boueuse. J'ai passé mon avant-bras gauche lâchement derrière son cou. J'ai passé mon bras droit sous son aisselle, appliquant une pression lente et atroce sur sa colonne cervicale. Son visage était enfoui profondément dans la boue froide. « Respire », murmurai-je froidement près de son oreille. « Tu manques d'oxygène. » Ses bras massifs griffaient inutilement mes mollets. Son visage passa du rouge à un violet marbré profond. L'étouffement et la disgrâce totale le brisèrent en quelques secondes. Sa main boueuse et tremblante frappa l'herbe humide. Clap, clap, clap. Il avait abandonné, devant 50 des amis de la haute société d'Estelle.
si vous savez exactement à quel point il est satisfaisant de se lever enfin et d'écraser l'ego d'un tyran dans votre propre famille, s'il vous plaît, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Laissez le mot enfin dans les commentaires ci-dessous pour que je sache que vous avez vécu ce même moment de justice. Je me suis levé immédiatement, essuyant une trace de boue de mon t-shirt noir. Je n'ai pas baissé les yeux vers lui. J'ai regardé vers le patio, croisant le regard terrifié de Maya. C'était le seul regret, avoir dû exposer cette partie violente et survivaliste de moi-même à ma fille de 16 ans. Le silence sur la pelouse se brisa. Estelle poussa un cri perçant et hystérique. Elle laissa tomber son verre de vin en cristal, les éclats explosant sur le patio en pierre. Elle sprinta sur l'herbe avec ses talons aiguilles, son visage tordu en un masque de rage pure et laide. Elle ne vérifia pas l'état de son fils haletant. Elle se jeta droit sur moi, ses doigts manucurés griffant sauvagement l'air. « Espèce d'animal » hurla-t-elle, sa voix se brisant alors qu'elle cherchait son téléphone portable. « J'appelle la police. Je vais te faire jeter en cellule ce soir, espèce de déchet psychotique. » Le silence qui suivit le cri d'Estelle était suffocant. Les invités regardaient, les yeux écarquillés, complètement paralysés. Estelle se tenait, tremblante, sur le patio. Elle sortit son téléphone portable de son blazer coûteux. Ses doigts tremblaient violemment alors qu'elle composait 3 chiffres. Juste devant sa foule de la haute société, elle se lança dans une performance haletante et hystérique, prétendant qu'une femme psychotique venait d'attaquer violemment et sans provocation son fils adolescent. Je m'éloignai de la boue. J'essuyai une motte d'herbe humide du genou de mon jean usé. Je ne dis pas un mot. Je restai juste là, les mains jointes lâchement derrière mon dos, la colonne vertébrale parfaitement droite. Je baissai le menton, ma respiration lente, attendant. 15 minutes plus tard, les lumières rouges et bleues clignotantes d'une voiture de patrouille se reflétaient sur le mur de pierre brute du patio. Le capitaine Marcus Thorne traversa la pelouse d'un pas lourd. Le cuir épais de son ceinturon de service grinçait à chaque pas. Il posa une main nonchalamment sur sa radio. Estelle se précipita instantanément sur lui. Elle attrapa la manche de son uniforme, ses ongles en acrylique s'enfonçant dans le tissu. « Capitaine, je suis Estelle Van Kahn. Mon mari est le général Arthur Kahn, exigea-t-elle, sa voix stridente et pleine d'une panique fabriquée. Arrêtez cette folle tout de suite. Mettez-lui les menottes. Elle a essayé de tuer mon fils. » Le capitaine Thorne ne tressaillit pas. Il retira fermement son bras de sa prise. Il baissa les yeux sur Coleman, qui était toujours à genoux dans la terre, se tenant la gorge et refusant de croiser son regard. Puis le capitaine me regarda, moi, debout, parfaitement immobile dans mes vêtements délavés. « Quelqu'un ici a-t-il une déclaration à faire » demanda-t-il. Sa voix était profonde, rauque et peu impressionnée par les voitures de luxe dans l'allée. Il regarda la foule de 50 invités fortunés. Les hommes en costume sur mesure et les femmes tenant des verres de vin en cristal baissèrent immédiatement les yeux sur leurs chaussures. Pas une seule personne qui venait de voir Coleman menacer une jeune fille de 16 ans ne s'avança. Le silence de l'élite était assourdissant. J'ai une déclaration à faire. La voix était rauque, vieille, mais stable. Margaret, la gouvernante, se fraya un chemin jusqu'au premier rang de la foule. Elle gardait le menton haut, refusant de regarder Estelle. J'ai tout vu, dit clairement Margaret. Estelle et son garçon terrorisent Grèce depuis des mois. Coleman a jeté une paire de gants et l'a attaqué le premier. C'est lui qui a porté le premier coup. Le visage d'Estelle devint d'un rouge violent. Vieille menteuse. Vous êtes virée. Fichez le camp de ma propriété. En fait, monsieur, je l'ai juste ici. Une voix plus jeune se fit entendre. Lucas, le jeune de 17 ans qui aidait à l'aménagement paysager, sortit de derrière une grande jardinière en chêne. Il portait un t-shirt taché de terre. Il leva son smartphone, l'écran brillant dans le crépuscule. J'ai tout enregistré, dit Lucas, ses mains tremblant légèrement, mais il tendit le téléphone au capitaine. Le capitaine Thorne prit l'appareil. Le son minuscule et compressé de Coleman me traitant de profiteuse résonna clairement. Puis la vidéo montra ses coups de poing sauvages et ivrés, enfin, son corps lourd s'effondrant dans la boue. Le capitaine regarda la vidéo 2 fois. Il appuya sur pause. Il rendit le téléphone à Lucas avec un signe de tête de remerciement. Thorne se tourna vers Estelle. Son attitude décontractée avait disparu. Sa mâchoire était serrée.
Madame Vance, dit le capitaine, sa voix baissant d'un octave, si quelqu'un quitte cette propriété avec des menottes ce soir, ce sera votre fils pour coups et blessures. Je vous suggère de mettre fin à cette fête immédiatement. Sinon je commencerai à rédiger des contraventions pour trouble à l'ordre public. L'illusion de son pouvoir intouchable se brisa juste devant ses invités. La bouche d'Estelle resta ouverte. Elle regarda autour d'elle, réalisant qu'elle avait complètement perdu le contrôle du récit. Elle attrapa Coleman par son épaule en sueur, le relevant violemment. Elle le traîna vers les lourdes portes en chêne de la maison principale. Ses talons aiguilles martelèrent les marches du porche. Juste avant de disparaître à l'intérieur, elle se retourna. Ses yeux étaient remplis d'une haine pure et venimeuse. « Tu es morte, Grace, cracha-t-elle, sa voix tremblant de rage. Attends un peu. J'appelle le Pentagone dès lundi matin. Je vais ruiner ta misérable vie. » J'ai regardé la porte claquer. Je n'ai pas souri, mais je savais la vérité. Elle n'avait aucune idée qu'elle venait de poser son doigt directement sur le bouton d'autodestruction. Le mercredi matin apporta une pluie glaciale et amère. Le téléphone posé sur ma table en stratifie bon marché vibra lourdement contre le bois. Je le décrochai. C'était Jonathan Hay, le directeur des marchés publics fédéraux. Il riait si fort qu'il pouvait à peine respirer. Estelle avait passé les 3 derniers jours à solliciter frénétiquement ses relations du country club, forçant finalement un appel téléphonique direct avec lui. Elle avait hurlé dans le combiné. Elle avait exigé qu'il licencie immédiatement une employée subalterne et un subordonné nommé Grace Kahn. Elle avait menacé de retirer son offre massive de 40 millions d'euros pour le contrat de logistique s'il n'obtempérait pas. Je coinçai le téléphone entre mon oreille et mon épaule. Je versai de l'eau bouillante dans une tasse en céramique ébréchée. « Qu'est-ce que tu lui as dit, John ?» Je lui ai dit la vérité, gloussa Hay, sa voix résonnant légèrement dans le haut-parleur. Je lui ai dit que la directrice Grace Kahn est la personne exacte qui vient de geler sa demande. Et comme elle vient d'admettre une vendetta personnelle contre un examinateur fédéral de haut rang sur une ligne enregistrée. Vance Logistique est définitivement disqualifié en raison d'un grave conflit d'intérêts. Il dit que le silence à l'autre bout du fil était absolu, suffocant. Estelle venait de pulvériser personnellement son seul ticket pour la richesse. Les retombées furent violentes. Sans le contrat gouvernemental, ces bailleurs de fonds privés retirèrent leur argent du jour au lendemain. Vance Logistique déposa le bilan avant la fin de la semaine. Lucas n'a pas seulement montré cette vidéo au capitaine. Elle a circulé directement jusqu'à la salle de MMA locale. L'entraîneur en chef là-bas ne tolérait pas les gars qui mettaient la main sur les femmes. Il a publiquement dépouillé Coleman de sa ceinture amateur et l'a banni des tapis à vie. Son ego fragile, bâti en salle de sport, était brisé à jamais. Mais le coup fatal vint d'Arthur. Mon père n'est jamais intervenu pour me protéger par amour. Il est intervenu par pure fierté arrogante. Quand il a découvert qu'Estelle avait falsifié sa signature sur une demande fédérale et utilisé son nom pour menacer son propre sang, son dégoût fut absolu. Il demanda le divorce le jour même. Le contrat de mariage qu'il l'avait forcé à signer des années auparavant était en béton. Ils eurent exactement 72 heures pour quitter le domaine. Début décembre arriva. Un gel mordant recouvrait l'herbe morte. Je me tenais sur le porche en bois pourri de la cabane, portant mon cardigan gris effiloché. J'enroulais mes 2 mains calleuses fermement autour de ma tasse chaude. Au bout de la propriété, un camion de déménagement UAU loué et déglingué descendait lentement l'allée de gravier. Les lourds pneus crissaient bruyamment contre les pierres, crachant une fumée d'échappement sale dans l'air vif. Estelle et Coleman étaient assis dans la cabine. Ils ne regardaient pas par les fenêtres. Ils gardaient la tête baissée, humiliés, transportant leur boîte en carton bon marché par les mêmes grilles de fer qu'ils avaient essayé de fermer derrière moi. J'ai regardé le vieux chêne. Le lourd sac andin avait disparu. Les chaînes métalliques qui cliquetaient avaient disparu. Le jardin était parfaitement immobile. La moustiquaire grinça en s'ouvrant derrière moi. Maya sortit sur le porche. Elle ne dit pas un mot. Elle se pencha simplement près de moi et posa doucement sa tête contre mon épaule. Elle ne tremblait plus. L'air glacial transportait l'odeur riche et terreuse des feuilles humides en décomposition. Sous le gel, au bord de la propriété, les vieux buissons de lilas formaient déjà de nouveaux bourgeons verts et durs. Ils survivaient au grand froid, attendant tranquillement le dégel du printemps. Je pris une lente et silencieuse gorgée de mon thé. La guerre était finie.
Cette terre appartenait enfin aux personnes qui avaient réellement saigné pour la garder en vie. Merci beaucoup d'être resté avec moi tout au long de ce voyage et d'avoir écouté mon histoire. Savoir que je ne suis pas seul dans ce combat signifie énormément pour moi. S'il vous plaît, prenez soin de vous.